Salut la machine, toujours au top. Troisième vidéo du thème corps humain santé, l'hygiène et l'alimentation. Troisième vidéo de la série sur la digestion. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, quand on pense hygiène alimentaire, la première chose à laquelle on pense, ce sont les dents. Et je vous rappelle que les dents ont des rôles particuliers. Les incisives tranchent, les canines percent, les prémolaires et les molaires broient. Comment est structurée une dent? Une dent est en deux parties. La partie visible qu'on appelle la couronne et la partie enchâssée dans l'os de la mâchoire qu'on appelle la racine. Une dent est constituée de trois couches. La couche la plus externe appelée l'émail. Dessous nous avons l'ivoire et au centre nous avons ce qu'on appelle la pulpe. Dans la pulpe, il y a des vaisseaux sanguins et il y a également des nerfs. Que se passe-t-il quand on a une carie? Une carie au départ elle va creuser que l'émail. Alors une carie c'est dû à quoi? Simplement des bactéries qui vivent en permanence sur notre couronne et nous on mange. On a des restes alimentaires, ces bactéries vont se nourrir des restes alimentaires et elles vont produire un acide. Cet acide va attaquer l'émail, sauf qu'au fur et à mesure l'émail se creuse. Tant que ça reste dans l'émail, on a pas mal. Quand ça commence à atteindre l'ivoire, ça devient un peu sensible. Et là où ça fait vraiment mal, c'est quand ça atteint la pulpe, puisque là on va toucher les nerfs, on va toucher les vaisseaux sanguins. Là par contre c'est une étape qui est assez dangereuse parce que du coup les vaisseaux sanguins sont à nu, on a un passage de l'extérieur vers l'intérieur et on peut avoir des bactéries qui rentrent dans le sang. Et tous les ans, on a des gens en France qui meurent d'une crise cardiaque suite à un passage de bactéries dans le sang grâce à une carie. Les bactéries rentrent dans le sang, circulent dans tout le corps, s'installent dans le cœur et à ce moment-là, on peut faire une crise cardiaque. Donc c'est important de bien se laver les dents 3 fois par jour. Alors vous allez me dire, se laver les dents 3 fois par jour, c'est pas évident, surtout quand on est au collège. Ok, mais à ce moment-là, matin et soir. Le matin avant de partir et le soir avant de vous coucher. Alors quand on se lave les dents, on fait pas ça. Si vous faites ça, vous allez frotter la gencive toujours dans le même sens et vous allez vous faire mal. Il faut faire des petits mouvements circulaires de manière à passer à la fois sur la gencive et sur la dent. En général, on commence par la mâchoire du haut. Tac et tac et tac, on fait plusieurs tours, on va bien jusqu'au fond. Ouvre ta bouche, toi. Ensuite, on fait le plat dessous. On n'oublie pas à l'intérieur. Donc, on fait bien tout le tour. Tac, 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 tac. Alors, pourquoi on commence toujours par le haut? Tout simplement parce que quand on brosse en haut, on fait tomber les saletés en bas. Donc, si vous commencez par nettoyer en bas et qu'ensuite vous faites en haut, vous allez ressalir vos dents du bas. Donc, vous commencez toujours par le haut. Vous finissez par le bas. Le total du brossage doit durer 3 minutes. Alors, vous n'avez pas compté. Mettez une musique. Prenez votre enceinte portable. Mettez une petite musique avec votre smartphone. Vous trouvez une chanson que vous aimez bien de 3 minutes et vous brossez les dents, quitte à danser, à remuer un peu du popotin pendant que vous brossez les dents. Et ça ira bien. Par contre, faites-le avec un bon dentifrice. Un dentifrice riche en fluor. Parce que le fluor est important, il renforce les dents. Et oui, en 1956... on a découvert le fluor et son rôle dans le renforcement des dents. On a testé l'influence du fluor sur les caries dentaires en alimentant les enfants de 2 régions des USA avec une eau différente. Les enfants de la région A ont reçu une eau enrichie en fluor, ceux de la région B ont consommé une eau non fluorée. Puis on a comparé le pourcentage d'enfants sans caries dentaires dans les 2 régions. Donc voici les résultats de l'étude. Ici vous avez une eau avec fluor. Pourcentage d'enfants sans caries. Et vous voyez que les pourcentages sont très forts. À 6 ans, on a 89% des enfants qui ont reçu une eau avec fluor qui n'ont pas de caries. Si on compare avec une eau sans fluor, le pourcentage d'enfants sans caries, nous n'avons que 75% d'enfants qui n'ont pas de caries. Donc quand l'eau est fluorée, 89% des enfants n'ont pas de caries. Quand l'eau n'est pas fluorée, seulement 75% des enfants n'ont pas de caries. Et si on regarde les chiffres, quel que soit l'âge, à chaque fois, quand les enfants reçoivent une eau sans fluor, le nombre d'enfants sans caries est plus faible. Alors vous allez me dire, là, on tombe à 5% d'enfants sans caries à 10 ans. Oui, donc il y a un autre phénomène, c'est le brossage de dents. Mais globalement, à chaque fois qu'on reçoit de l'eau avec fluor, on a un pourcentage d'enfants sans caries plus important. Là, à 10 ans, si on a si peu d'enfants sans caries, c'est parce qu'ils se brossent mal les dents, ils ne se les brossent pas assez. Bref, il faudrait revoir tout ça.
Donc vous aurez compris qu'il est important de bien choisir son dentifrice avec une dose de fluor adaptée à votre âge. Quand on parle d'hygiène alimentaire, on parle également dépenses énergétiques, besoins énergétiques. Les besoins en énergie de chacun dépendent de beaucoup de choses. On dit des facteurs, c'est-à-dire des éléments qui vont influencer un résultat. Pour des enfants de 0 à 20 ans, on nous donne la masse et leurs dépenses énergétiques. Premier constat, que l'on soit fille ou garçon, de 0 à 10 ans, au fur et à mesure que l'on grandit, la dépense énergétique augmente. On passe de 3000 kJ par 24 heures à 9000 kJ par 24 heures. Donc ici, les besoins en énergie augmentent. Pour les filles, entre 10 et 20 ans, on passe de 9800, un petit passage à 10 400 et ensuite on se stabilise à 9650. Quelle est la différence entre 0-10 ans et 10-20 ans? Là, on a une énorme croissance et là, on grandit un peu moins. Donc ici, la croissance nécessite de l'énergie. Chez les garçons, même constat. On passe de 10 000 à 12 100, 12 850. Par contre, maintenant, si on compare filles et garçons entre 10 et 20 ans, vous voyez qu'ils n'ont pas la même quantité de besoins énergétiques, tout simplement parce que les garçons, en moyenne, ont une masse musculaire plus importante que celle des filles et ont donc besoin de plus d'énergie. Alors attention, s'il y a des filles qui font énormément de sport, qui sont hyper musclées, forcément, elles vont consommer autant qu'un garçon et elles peuvent même consommer plus qu'un garçon qui ne fait pas du tout de sport. Donc globalement, les besoins en énergie dépendent de l'âge, dépendent aussi du sexe et dépendent de l'activité physique. Moins on bouge, moins on a besoin d'énergie. Plus on bouge, plus on a besoin d'énergie. L'étude de ce document nous permet donc de dire que la dépense énergétique dépend du sexe, de l'âge, du poids également de la personne et de l'activité physique. Alors cette énergie, on va la trouver dans les aliments qu'on mange. Par exemple, au petit déjeuner ou au goûter, voici ce qu'on peut avaler et ce qu'on va avaler comme quantité d'énergie. Un bol de lait, c'est 500 kJ, de la confiture, 175 kJ. Alors, une portion de confiture, pas le pot en entier. Le verre de jus de fruits, 320 kJ, etc. Au repas du midi ou du déjeuner du soir, voici ce qu'on peut nous proposer avec les différentes quantités en kilojoules de chaque plat. Donc, l'important, si on veut avoir une alimentation équilibrée, c'est de manger un peu de tout. En effet, on va distinguer 6 grands groupes d'aliments. Le groupe numéro 1, ce sont les viandes, les œufs, les poissons, qui avec le groupe numéro 2, lait, fromage, font partie des éléments bâtisseurs. C'est grâce à eux qu'on va fabriquer nos cellules, donc fabriquer nos os et nos muscles. Le groupe 3, les beurres, huiles, noix, charcuterie, ainsi que le groupe 4, pain, pâtes, pommes de terre, confiture, sucre. Ces aliments-là font partie des aliments énergétiques. Enfin, le groupe 5, légumes, fruits cuits ou crus, sont les aliments fonctionnels. Ce sont eux qui contiennent les vitamines et qui nous permettent de faire fonctionner notre corps correctement. Enfin, n'oublions pas le groupe 6, l'eau et les jus de fruits. Alors attention aux jus de fruits, avec modération parce qu'il y a du sucre dedans. Si on prend des jus de fruits industriels, on va plutôt les retrouver dans ce groupe-là. Et si vous faites des jus de fruits maison, faites attention, les jus de fruits maison correspondent à des portions du groupe 5. Donc globalement, manger de tout sur chaque repas, c'est l'idéal. Varier en tout cas sur la journée. Enfin, il est important de manger à des heures régulières, de ne pas grignoter. En mangeant à des heures régulières, on approvisionne notre cerveau et nos muscles en nutriments essentiels à leur fonctionnement. Sur ce graphique, nous avons l'évolution de la quantité de nutriments disponibles pour le fonctionnement des organes en fonction du temps. La nuit, on dort, on va consommer très peu de nutriments. Le matin, si on se lève et qu'on ne déjeune pas, on va continuer de consommer les nutriments apportés par le repas de la veille. Sauf que, vers 11 h, on va avoir un coup de barre juste avant le repas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va aller se goinfrer à la cantine parce qu'on a super faim, qu'on est crevé. Et ensuite, on va faire un plein d'énergie pour l'après-midi. Donc, en temps normal, vous êtes censé manger de manière à rehausser la quantité de nutriments dans le sang en début de matinée pour éviter justement d'avoir ce fameux coup de barre, pour éviter que la quantité de nutriments disponibles dans le sang tombe à 0 au moment du déjeuner, en tout cas juste avant. Parce que sinon, vous êtes en classe, vous êtes crevé, vous ronflez, vous n'écoutez plus rien, et puis il n'y a rien qui passe. Donc le fait de manger au déjeuner rapporte des nutriments, ce qui permet de mieux tenir l'après-midi et d'éviter le petit coup de fatigue avant le goûter.
Donc à ce moment-là, au goûter, on va rehausser la quantité de nutriments. Donc sans petit déjeuner, on risque le coup de barre, c'est la courbe en bleu. Avec petit déjeuner, on évite les coups de barre. Donc le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Certains vont dire, oui, je prends pas de petit déjeuner, ça sert à rien, ça fait grossir, vous avez vu mon IMC, il est trop important. Alors IMC, what is it? L'IMC, c'est un indice médical, c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Il correspond au poids divisé par la taille au carré. Donc vous prenez votre poids en kilos, vous prenez votre taille en mètres et vous faites le calcul. Admettons, vous pesez 80 kg, ça va faire donc 80 divisé par, vous faites 1,60 m, 1,6 fois 1,6 et vous calculez ce que ça va vous donner. Vous allez avoir un indice. Cet indice, bien sûr, il va varier en fonction de votre taille, de votre poids. Mais globalement, si vous avez un indice qui est inférieur à 18,5, vous êtes dans la maigreur. Un indice normal est compris entre 18,5 et 25. Au-delà, vous êtes en léger surpoids. Et au-delà de 30, vous êtes dans la catégorie obèse. Donc je rappelle bien que l'IMC est un indice médical, n'est pas une obligation d'être. D'accord? Certaines personnes se sentent bien avec un IMC compris dans la normalité, mais d'autres non. D'autres ont besoin d'être un peu plus minces et d'autres ont besoin d'être un peu plus gros pour bien se sentir. L'essentiel est d'éviter de rentrer trop dans la case obèse, parce qu'à ce moment-là, même si on se sent bien dans cet état-là, on a quand même des risques de développer certaines maladies, notamment au niveau du cœur. Le cœur n'est pas fait pour porter autant de kilos. Et donc, il va se fatiguer beaucoup plus vite. Et on a remarqué que les personnes obèses ont plus de risques d'accident cardiaque que les autres. Donc ça, c'est à en parler aux médecins. Il faut donc globalement essayer de faire attention à son IMC. Avoir un IMC qui tourne autour de la normale. Ne pas être trop bas, sinon on est dans la maigreur. On va avoir des fatigues, des étourdissements, une santé fragile parce qu'on manque de certains nutriments. Et ne pas aller trop dans les excès. Sinon, on va avoir un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et surtout de diabète. Donc, essayez de tourner au niveau de l'IMC normal. Maintenant, relativisons bien. Chacun est différent. Il y a des gens qui ont des os plus lourds que d'autres. Il y a des gens qui ont des masses musculaires très importantes. Donc, l'IMC est peut-être une référence, mais ce n'est pas une obligation. C'est à en discuter avec votre médecin. Et l'IMC peut être élevé, mais le médecin considérera qu'il est normal chez vous parce que vous avez peut-être une masse musculaire ou des os importants. Donc ça, c'est à voir toujours avec le médecin. Donc globalement, qu'est-ce qui est à retenir pour rester en bonne santé? Bien manger, bouger, protège votre santé. La viande, les œufs, le poisson, 1 à 2 fois par jour, pas plus. Les produits laitiers, au moins 3 portions par jour. Faites un petit peu d'exercice, au moins 30 minutes par jour. Alors vous, collégiens, il n'y a pas de souci, vous courez tout le temps, ça se dépense. À chaque repas, vous mangez des féculents, ça permet de tenir les 3-4 heures entre chaque repas. Et enfin, au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. Faites attention au gras, au sucré, au salé, c'est bon, mais en trop grande quantité, ça perturbe le fonctionnement du corps. Et bien sûr, de l'eau à volonté. Vous oubliez les boissons sucrées, le sirop, ça c'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Allez, petit exercice, on va voir si vous avez retenu ce que je viens de dire dans la vidéo. Voici 2 plateaux repas. Premier coup d'œil, quel plateau est équilibré, lequel ne l'est pas? Vous réfléchissez, il vous faut beaucoup de temps pour réfléchir. Allez, équilibré, pas équilibré. Alors pourquoi ça c'est équilibré, ça ne l'est pas? Si on regarde celui-là, on a des crudités, un œuf, un petit peu de viande, des légumes, du riz, c'est un féculent. On a donc des portions de légumes, on a de la viande, on a le féculent. On a ensuite un yaourt nature, c'est un produit laitier. On a un petit dessert avec un petit peu de sucre et des féculents pour se faire plaisir. Et on a un bout de fromage avec un petit peu de beurre. Là, on a un petit thé pour le dessert et de l'eau. Donc là, globalement, on a respecté les 5 groupes d'aliments, on a respecté les proportions. Par contre, dans celui-là, proportionnellement, qu'est-ce qui domine? Charcuterie, 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 crevettes, charcuterie, un petit peu de légumes au centre, du pain. Et en dessert, un gâteau, plein de sucre et de gras, avec du coulis, de la crème, etc. Alors, oui, c'est bon, gustativement. Mais non, c'est pas bon pour le corps. Donc oui, on peut en manger, c'est pas interdit.
mais pas tous les jours comme ça. Si vous mangez trop de charcuterie, vous vous exposez à un risque supplémentaire. C'est la crise de goutte, c'est l'accumulation d'un certain produit, alors c'est ce qu'on appelle de l'acide urique en fait, et ça va provoquer donc des mauvaises circulations au niveau du sang, au niveau des extrémités, ça va faire très mal. Donc évitez de manger comme ça tout le temps, c'est vraiment pas bon pour la santé.